OK, donc je vais commencer. Raphaël est physicien de formation, est un passionné par la lumière, donc il est en optique. Il termine en ce moment son doctorat en photonique sur silicium à l'Université Laval, au cours duquel des démonstrations records furent produites. Des démonstrations records de quoi? C'est de ce qu'il va vous parler. Dans les dernières années, il a développé une solution de test chez Ciena, ce qui fut un début pour une nouvelle entreprise, EVA, incorporée, ayant vu le jour en mars 2019. Donc, Raphaël, bonjour Raphaël, va nous parler de composants électro-optiques sur des surfaces de silicium. C'est du haut de gamme et du haut high-tech, très intéressant. Et je crois que c'est sûrement une de nos entreprises qu'il va falloir spotter là, dès qu'elle va tomber en bourse là, pour pouvoir acheter des actions. Là. Il y a un beau marché là-dedans. Non? Ben oui. Ben oui, écoutez, merci beaucoup. Notre futur Intel. Donc, vas-y, Raphaël, je te laisse le micro. Parfait. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous. Mon nom est Raphaël Dubé-Demers, comme vous l'avez vu. Je vais vous présenter la compagnie EVA. Je vous connais pas tout le monde, puis je connaissais pas le niveau des gens, alors j'ai tenté de faire une petite introduction, puis je vous le dis, à la fin, j'ai un petite vidéo de 2-3 minutes là, corporatif qui montre un petit peu ce qu'on fait. C'est que je vais m'essayer pour partager ma présentation. Moi, je vois personne, mais là, j'imagine qu'on voit la présentation. Est-ce que c'est beau? C'est beau. Parfait, fantastique. Alors, EVA Photonics, finalement, on est une compagnie, c'est ça, SME du COPL, finalement, en 2019. Hier, j'ai publié notre origine, là, si vous voulez. EVA, c'est E égale HNU Automation ou Automate. C'est finalement un petit peu notre motto, puis en même temps la base de notre techno. Puis notre logo, on pourra en reparler un jour, mais c'est un diagramme de Feynman. Alors, pour les physiciens comme moi, c'est toujours très intéressant. Nous, on pense qu'on est juste à point dans ce qu'on appelle l'ère de la lumière, puis je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Alors, bon, voilà, on travaille avec la lumière. C'est un matériel qui, par rapport à l'électronique traditionnelle, est très intéressant parce que c'est des particules vectrices qu'on appelle en physique, fait qu'ils voyagent dans l'espace libre, dans l'air, dans les gaz, finalement. Et puis, ils voyagent aussi dans les matériaux, genre le verre, les choses comme ça. Mais en fait, si on prend le spectre électromagnétique, il voyage dans beaucoup plus que juste des choses que nous, on voit comme transparentes. Ensuite de ça, la lumière transporte beaucoup d'informations. On peut penser à l'information artificielle qu'on imprime, par exemple, quand on fait des choses comme des télécommunications optiques, la fibre optique, tout le monde est habitué avec ça. Ça peut être aussi de l'information qui est transportée en groupe par effet de masse, c'est-à-dire, par exemple, le ciel qui est bleu, les feuilles des arbres qui sont vertes, des exemples comme ça. Puis ça peut être aussi au niveau quantique, c'est-à-dire que quand on défait un paquet de photons puis on n'en prend qu'un seul, ben, des propriétés émergentes de ce photon-là unique qui sont un petit peu la base de plusieurs technologies quantiques. Pourquoi la lumière est aussi intéressante? C'est parce que elle a beaucoup plus de degrés de liberté qu'un électron, du moins dans sa bande de valence quand il conduit dans un métal. C'est-à-dire qu'on peut parler de l'intensité puis de la phase, effectivement, mais on peut aussi parler de la polarisation, on peut parler de la couleur ou de la fréquence du photon. Encore là, mais on va distinguer deux choses. On va distinguer la fréquence d'excitation, genre d'un signal de télécom, versus la fréquence intrinsèque du photon, qui est sa couleur. Puis ensuite de ça, on va parler de la distribution spatiale. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'interdépendance de ces propriétés-là sont très variables en fonction des matériaux et puis des phénomènes qu'on étudie. Fait que ça, c'est juste l'exemple d'un prisme, mais dans la vraie vie, si on était pour envoyer une onde polarisée comme ça sur un prisme de différentes couleurs, déjà, on observerait un phénomène vraiment différent. Alors, on pense que pour toutes ces raisons-là, finalement, la lumière, c'est la prochaine révolution et encore plus parce que maintenant, on est capable de reproduire un petit peu ce qu'on a fait dans les années 70 dans les semi-conducteurs traditionnels pour en faire des substrats optiques, voire en fait électro-optiques. C'est les mêmes technologies CMOS qu'on appelle Complementary Metal Oxide Semiconductor. Alors, essentiellement, ça se présente la même chose que ce que vous êtes habitué de voir à l'intérieur d'un package, une petite puce qui vient à l'origine d'une gaufre. On en fait des puces, c'est ça. Puis, la seule et grosse différence, finalement, c'est qu'au lieu de faire des transistors, ce qu'on peut toujours faire, on fait des circuits optiques. Alors, au lieu de voir le silicium comme des blocs dans lesquels on va imprimer des transistors, on va dessiner des fils de lumière. Puis, à partir de là, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. On peut gérer la polarisation, on peut faire des structures d'interférence,
des résonateurs de haut facteur de qualité, des choses comme ça. Et puis, ça tombe que le processus de fabrication CMOS nous donne la capacité, dans le fond, de faire des transistors, mais les mêmes régions dopées, si vous voulez, en manipulant électriquement ces régions-là, on se trouve à modifier les propriétés optiques du silicium. Alors, on peut construire des circuits. Ça a donné lieu, essentiellement, aujourd'hui, c'est le plus grand marché, mais à terme, ça sera pas le plus grand, celui des télécommunications. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, ces puces-là, c'est la technologie idéale pour faire l'interface électro-optique ou optoélectronique pour les télécommunications. C'est-à-dire ce qui est au début et à la fin d'une fibre optique, par exemple, qui fait le pont vers l'électronique. Puis ça, on va retrouver ça partout finalement. Là, fait que vous allez voir, on a publié un papier pour le 5G le mois passé, mais il y a aussi du long haul qui se fait, c'est-à-dire des transmissions sous-marines. Il y a l'autre extrême qui est les centres de données. C'est vraiment partout finalement déjà maintenant. Puis on voit des morceaux qui sont en grande émergence, comme dans le sensing par exemple. Là, dans le sensing, on a des choses qui sont plus ou moins très jeunes, comme le biosensing puis le quantum sensing. Mais on a des choses qui s'en viennent quand même assez avancées, comme les interrogateurs de fibre optique, par exemple. Ce que les gens savent moins, c'est qu'une fibre optique, souvent, on l'utilise comme un senseur, mais c'est un senseur qui est passif. Ça veut dire qu'il faut l'exciter avec la lumière, il faut l'interroger finalement, puis regarder ce qui en sort. Ça, c'est des technos très, très prometteuses. Puis pour la navigation aussi. On a travaillé sur 2 projets là où les gens ont développé des systèmes de navigation. Autrement dit, la puce devient un accéléromètre gyroscope. Puis, on est capable de sentir finalement les changements d'inertie, par exemple, à une précision qui est vraiment fantastique. Puis, on a aussi vraiment l'autre gros vecteur de développement, c'est ce qui est le calcul. Puis là, on peut parler de l'intelligence artificielle de haute performance. On parle évidemment du quantum computing. Puis là, j'attire la distinction ici sans nécessairement dire que c'est les photons qui sont intriqués. Il y a des grandes compagnies comme PsiQuantum qui développent ça. Mais si vous regardez Intel puis les gens comme ça, ils travaillent plutôt du côté des ions attrapés, si vous voulez. Mais le substrat sur lequel ça se fait, puis le contrôle puis la lecture-écriture se fait quand même avec une puce standard, finalement. Et puis, on peut parler aussi du edge computing, par exemple, là, ou du transport, si vous voulez, de la distribution de la force de calcul. C'est que nous, on est honorés, si vous voulez, là, de travailler dans ça. Pour moi qui étais physicien, je rêvais un jour de travailler dans un milieu qui avait de l'impact. Ben ça en a. Mais c'est un milieu qui a encore beaucoup de challenges. Alors, ce que je vous présente ici, par exemple, puis vous allez comprendre ensuite, là, le modèle d'EVA, ultimement, c'est de travailler dans les semi-conducteurs. Alors, on a des brevets pour des technologies de puces qui sont déjà relativement bien matures, là, qui sont en phase 3 de maturation. Mais l'objectif ici, c'était vraiment de montrer, si vous voulez, le layout d'un circuit. Puis, ce que vous voyez sur la gauche, par exemple, c'est une structure qu'on a mesurée au microscope électronique. Puis, les trous qu'on perce dans le silicium, en fait, donnent les propriétés optiques nécessaires, mais ça se trouve à être des trous très, très, très petits. Des trous qui n'ont pas été, qui sont possibles grâce au processus de fabrication, mais qui n'ont pas été optimisés parce que en électronique, on n'en avait pas besoin. Mais aujourd'hui, on va pas changer les fonderies CMOS, fait qu'on va faire avec. Fait que donc, c'est très, très, très petit, c'est très, très, très sensible. Les fonderies qui produisent ça n'ont pas encore d'éléments de propriété intellectuelle bien développés, fait qu'ils peuvent pas du tout garantir la fabrication. Ils peuvent seulement dire qu'environ l'épaisseur du silicium va être de telle épaisseur sur telle couche, des choses comme ça. Mais même là, les variations intrinsèques qui sont à l'intérieur des specs de la fonderie font qu'on a des problèmes. Alors, on doit les mesurer une par une dans le laboratoire, chaque composant, chaque sous-composant, chaque figure de mérite. Puis, comme c'est une industrie qui est jeune, on parlait finalement en 2015, si vous voulez, d'environ 50 millions de dollars de puces consommées. En 2020, à peu près 2 milliards de dollars de puces consommées. Puis en 2025, on va parler là, de dizaines de milliards de dollars, puis en 2030, probablement de centaines de milliards de dollars de puces. C'est vraiment une exponentielle très, très forte, 44% de croissance annuellement en moyenne. C'est qu'on est comme au tipping point, si vous voulez, où l'environnement est malheureusement encore fragmenté, mais il y a des besoins industriels. Pourtant, je dis on doit viser juste, c'est parce qu'en fait, pour tester chacune des puces, ça, c'est des images prises au microscope optique sur notre station. Fait que ce que vous voyez, dans le fond, dans le premier image en bas, vous voyez des petits carrés verts avec des triangles orange à l'intérieur. Ça, c'est des coupleurs optiques. C'est par là que la lumière entre et sort, par exemple. Puis, on voit aussi clairement là, les pads électroniques sur lesquels on va éventuellement faire du wire bonding. Alors, nous, on doit
concevoir, délivrer une station de test qui permet de naviguer automatiquement sur un schéma électro-optique variable en termes de footprint, en termes de distance, de configuration, puis en termes de besoin de signaux, puis on doit activer un laboratoire complet en arrière de ça pour pouvoir finalement les tester, que ce soit en R&D ou en relais. Alors, comme on l'a dit tantôt, on a développé une solution de test. On est très, très fiers de ça. Franchement, là, c'est vraiment, je pense, une première. C'est vraiment une vraie station électro-optique, générique, turnkey pour faire le travail. Fait qu'on peut faire des tests optiques, électriques, électro-optiques et de haute fréquence. C'est-à-dire que tout le matériel qu'on a utilisé, c'est des alliages de la plus haute qualité qui garantissent les propriétés optiques puis électriques. Là. Alors, on peut faire vraiment des tests avancés sur ça. Puis, notre station, finalement, est capable de traiter de grandes gaufres jusqu'à 300 mm, qui sont les plus grandes, jusqu'aux plus petites ou aux puces individuelles. Puis, la solution de test s'offre en solution, c'est-à-dire vous l'achetez. Il y a 2-3 modèles de stations qu'on a. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le modèle industriel, la plus grosse. Puis, on a aussi la capacité de le faire en service de test. C'est-à-dire que on peut vous envoyer notre logiciel, vous pouvez définir votre logique de test à distance, puis on peut l'exécuter sur la station. Puis vous recevez les données dans un environnement cloud qu'on bâtit pour vous. Donc, c'est la base de la plateforme. Puis je pense que c'est peut-être d'intérêt pour les gens. C'était une des raisons pour lesquelles je voulais présenter aujourd'hui. Le service de test fait que vous pouvez avoir accès à un banc de test qui vaut quand même des millions de dollars pour très peu, finalement. Puis à une vitesse très rapide parce qu'on est prêt à tester. Fait que si vous allez voir des gens comme CMC Microsystems ou l'autre jour, j'avais eu dans les critiques parler des efforts de fonderie au Canada, là, ben, ce que vous voyez sur la droite, par exemple, c'est une gaufre qui provient du C2MI à Bromont. Alors, je pense qu'on a quand même un écosystème qui est en train de se créer. Puis, pourquoi c'est d'intérêt pour les gens de l'ISEC aussi? Moi, je pense, c'est de comprendre que ces puces-là, finalement, optiques, là, ils ont une interface électrique qui permet d'en faire le monitoring du circuit, l'activation, le contrôle, la stabilisation et tout. Mais ça implique un ASIC. Ça veut dire un autre puce qui est CMOS encore, qui est complètement électronique cette fois, qui va être, on dit flip chip, là, mais qui va être attaché d'une certaine façon à celle-là. Fait qu'il y a d'immenses besoins, il n'y a pas encore beaucoup d'expertise. La notion de co-design n'est pas vraiment là dans l'environnement encore. Fait clairement, il y a du beau potentiel dans ce milieu-là aussi. Mais, il y a un gros mais, la solution en tant que telle serait rien si on n'avait pas de logiciel. Puis, il y a plusieurs raisons pour ça. Une des raisons principales, si on veut commencer par les composants, la définition des composants, pourquoi le logiciel comprend ça puis gère ça, c'est pour générer la navigation automatisée ensuite, puis plein de propriétés qui émergent de ça. Fait que dans le fond, on a défini un logiciel cloud qui comprend les composants, la logique de test, c'est-à-dire, puis ça, c'est vraiment important, vous pouvez, sans penser à la navigation sur la machine, puis comment vous allez accéder à la puce, vous pouvez définir des séquences modulaires de test pour faire des trucs simples comme une courbe IV d'une diode, par exemple, ou des trucs très avancés comme la réponse non linéaire électro-optique, d'un actuateur électro-optique, disons ça comme ça. Ces séquences-là, dans le fond, sont combinées avec les devices, les composants via des plans de test. Fait que finalement, un plan de test comme un bill of test, si vous voulez. Ça permet de piger dans un coffre à outils de séquence qui a été développé par la communauté, de piger sur les devices qu'on veut mettre sur la machine-là, et puis de créer un flux d'exécution, finalement. Ça va sans dire qu'il y a un flux d'exécution qui produit les données puis qui retourne tout ça dans l'environnement. Puis ça, finalement, c'est ancré dans des codes d'analyse qui sont ouverts, c'est-à-dire que vous pouvez compiler vous-même vos codes MATLAB, les ajouter dans l'environnement puis les séquencer. Mais on a aussi développé une base à ça. Puis maintenant, pour fonctionnaliser un petit peu plus l'environnement, tout l'ensemble de données est construit en dessous d'une intelligence artificielle. C'est-à-dire que les gens peuvent créer des tableaux, non linéarisés, mettons, où on peut ensuite fonctionnaliser l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on s'adresse vraiment à des gens éduqués en se disant, les gens ils ont défini des composants, ils savent qu'ils ont certaines figures de mérite qui sont d'intérêt. Ils ont fait des tests, il y a certaines figures de mérite qui croient qu'ils sont d'intérêt. Maintenant, l'intelligence artificielle peut vous aider à créer des modèles prédictifs, des modèles d'inférence, d'extrapolation, comprendre des populations. Par exemple, là, nous, dans le passé, on avait découvert des changements de processus de Fab via la classification, par exemple, de l'intelligence artificielle. C'est vraiment intéressant, puis ça permet aussi d'optimiser le flux de test puis la matrice de test. Parce que là, on parle quand même d'un banc de test qui est dispendieux, les équipements adjacents sont dispendieux.
Est-ce qu'on veut vraiment tout tester tout le temps, 200 000 endroits sur la gaufre? Bien, évidemment, la réponse, c'est non. Tant en recherche qu'en production, on veut le max d'informations avec le minimum d'efforts. On est comme ça. C'est que l'intelligence artificielle aide beaucoup à ce niveau-là aussi. Puis, il y a aussi une connexion avec des librairies de vision numérique. Finalement, pour vous expliquer pourquoi on s'est donné tout ce mal-là, des fois, les gens en électronique ne voient pas toujours le pourquoi. En électronique, quand on dessine une puce, on met des morceaux de propriété intellectuelle qui sont déjà bien définis, garantis par la fonderie, pour lesquels on a un Automated Test Pattern Generation, un processus de génération de patterns de tests automatisés qui permet à la fonderie de qualifier chacune des composants et tout. Nous, en optique, on n'a pas ça. Fait qu'on se trouve à faire des composants qu'on connecte dans des circuits. Ensuite de ça, en bas, on a des gaufres qui sont fabriquées. Puis là, on a des variations de hauteur, de largeur, d'intensité de dopant, un skew à cause du etch chimique qui a plus ou moins bien été. Et puis, chacun des composants va se trouver être plus ou moins sensible à une figure de mérite. Mais à la fin de la journée, on se trouve à faire un circuit complet qui a, par exemple, ces 12 composants. Puis, dans un monde idéal, on voudrait que le circuit lui-même donne un bon rendement. Puis, on voudrait bien dépasser finalement le rendement unitaire de chacun des composants. Fait que, finalement, l'ensemble du logiciel donne ça. Fait que pour naviguer intelligemment, finalement, ça nous permettait de créer une solution vraiment d'intelligence. Parce qu'à la fin de la journée, on se disait, les gens produisent des puces, puis ce qui leur importe, c'est de la comprendre ensuite. On voudrait juste l'analyser, la comprendre. Entre les deux, c'est là où on retrouve le moins de valeur ajoutée, si vous voulez. Alors voilà, c'est le propre DEVA. Puis là, c'est intéressant parce que cette solution-là d'intelligence se consomme vraiment de manière très modulaire. C'est-à-dire que quelqu'un, dans un environnement, mettons, dans une université, peut définir des composants, puis un groupe d'étudiants peut définir des séquences de tests, puis un technicien peut owner, si vous voulez, gérer la définition de la station, puis en faire l'opération. Fait qu'on a fait un petit projet pilote à l'Université Laval qui est encore en cours. On avance bien de ce côté-là, mais je pense que c'est d'intérêt pour tout le monde là, de comprendre ça parce que c'est typiquement un problème, puis c'est typiquement difficile de briser les silos dû à des faits très simples du genre qui va programmer quoi puis comment on va s'entendre. Et bon, on a un super roadmap aussi, c'est-à-dire qu'on a développé un gros partenariat avec la compagnie Aerotech. Aerotech, ça, si vous voulez, c'est le système de base de notre première machine qu'on a fabriquée. On l'a fait photographier comme sous-système. C'est, dans le fond, un assemblage complètement custom qui est fait pour nous. Puis nous, on le transforme, si vous voulez, en station complète ensuite énorme. Fait que c'est produit à Québec. Il y a plein de pièces custom là-dedans qui nous appartiennent. On a développé vraiment une belle techno. Mais tout ça pour dire qu'on a un beau partenaire qui nous supporte. Puis Eva, là, se dirige tranquillement pas vite vers le test, mais aussi l'assemblage. Fait que ça, c'est un projet pilote qu'on essaie de passer avec des gens avec qui on aimerait bien que ça fonctionne. Essentiellement, ce qu'on essaie de faire, c'est une machine sur laquelle on peut tester des gaufres, des puces, mais on peut aussi avoir un gantry system, là, un pont roulant avec 2 têtes 6 axes complètement indépendantes qui se promènent dans l'espace, si vous voulez, pour venir dépopuler la gaufre, faire de l'inspection visuelle. J'ai vu Marie-Christine de Photon ETC, là, on aimerait ça travailler avec eux, par exemple, pour démontrer les capacités de leur système d'imagerie puis de vision numérique. Ensuite de ça, on peut faire l'assemblage. Et puis là, ça devient vraiment important. Là, c'est comme personne n'a la recette, personne n'a le standard. Eh bien, notre environnement permet d'avoir une vue unique, une définition unique des composants. Puis ensuite, de mettre les données de test et d'assemblage puis de validation de l'assemblage de manière complètement additive. Puis avec l'intelligence artificielle, on offre un flux cohérent qui permet finalement de comprendre le système. De la même manière, puis assez accessoirement à les données qu'on peut pêcher chez les gens. C'est un autre point très important. Eva, on a développé une puce que vous voyez en bas. En fait, on en a plusieurs où on a mis des structures de métrologie qui nous permettent d'extraire les paramètres physiques de fabrication des gaufres. Comme je disais tantôt, la hauteur, la largeur, l'intensité des dopants, le sheet resistance des métaux, vraiment tout ce qu'on pourrait penser, finalement, la barrière de potentiel dans une diode, des choses comme ça. Puis, ce qu'on propose aux gens, finalement, c'est de développer ça en tant que communauté. Comme il y a beaucoup plus d'utilisateurs que de fonderies, naturellement, on va rencontrer plusieurs utilisateurs d'une même fonderie. Nous, ce qu'on propose, c'est de créer des environnements, des communautés de travail dans lesquelles nous, on met ces puces-là sur la puce des clients. Ils sont fabriqués, puis quand ça passe dans notre environnement de test, nous, on gère le test puis l'intelligence de ça, puis on en fait un genre de méta-rapport pour les gens. Fait que ça permet finalement d'opérer, si vous voulez, une université, par exemple, ou une PME pourrait opérer pour quelques dizaines de milliers de dollars par année avec la même taux d'information puis de productivité qu'un écosystème industriel de 10-20 millions de dollars par année là, investi. Ce qui est pas rien.
Alors voilà. Puis